Je me suis beaucoup intéressé à la question de savoir si on peut substituer un énoncé au film, enfin, c'est-à-dire si on peut faire un film performatif, c'est-à-dire produire par la parole ou par un énoncé un film, réaliser par la parole un film. Et donc j'avais proposé un programme qui avait lieu au laboratoire d'Aubervilliers qui s'appelait du film performatif, où on invitait des artistes et des chercheurs à proposer une sorte de médiation du film à travers la parole ou la conférence ou la performance. Et j'ouvrais le cycle avec une conférence qui s'appelait Traité d'optique, où je m'étais intéressé à la possibilité de reprendre un film. Qu'est-ce que ça veut dire la reprise, et est-ce qu'on peut la reprendre par le récit du film et son activation lors d'une conférence. Toutes ces questions, c'était aussi pour questionner la possibilité du vivant, la possibilité d'avoir des formes qui sont un peu vivantes, toujours processuelles et en devenir. Et curieusement, alors que cette conférence voulait se substituer au film, enfin produire le film par son énoncé, j'ai éprouvé un sentiment de répétition moi-même à redonner plusieurs fois cette conférence. Et donc j'ai décidé finalement d'en faire un film sous cette forme que j'appelle un film-conférence. Donc vous allez voir, c'est une chose relativement austère, mais qui tente, qui reprend au fond, qui ressaisit par le film cette expérience. Donc voilà, je vous en laisse juge, ça dure 24 ou 26 minutes, je ne sais plus, et puis après on peut en discuter dans une sorte de commentaire spéculaire infini. À la suite de cette rencontre, je me suis plu à imaginer un film second. J'ai souhaité réaliser une manière de remake en reprenant certains éléments, en renversant le montage, en explorant mes propres souvenirs. J'ai donc noirci des cahiers, pris des photographies, filmé de nouvelles séquences, procédé à quelques entretiens. Le 29 juillet 2012, j'eus l'occasion de participer à un voyage en ballon dans le Limousin près des monts de Blon. Cette expérience fut un moment d'intense émotion, due à la qualité de la lumière, à la pureté de l'air, à la sérénité des paysages, mais aussi à l'émoi des animaux qui se regroupaient et fuyaient sous les arbres à notre approche. Ce voyage en ballon m'est apparu confusément comme un contre-champ possible à la Chambre noire. Mais, une fois encore, les rushs sont restés dans l'ordinateur. Avais-je vraiment le désir d'un nouveau film ? Paraphrasant Douglas Hubler, je pourrais dire « Le monde est plein de films plus ou moins intéressants, je n'ai pas envie d'en ajouter davantage ». Dans la chambre claire, je tentais de cerner, à travers les jeux d'enfants et les théâtres d'ombre, les composantes d'un art nommé cinéma, situé à mi-chemin de la photographie et de la cinématique. Il aura suffi de quelques années pour que les techniques changent radicalement. Si vous changez une à une toutes les pièces de votre voiture, le véhicule dont vous vous servez est-il encore celui que vous avez acheté ? Ainsi, en est-il bien sûr du cinéma ? De quelle science ou de quel art est-il désormais le nom ? Est-il devenu un double, un avatar, un fantôme de lui-même ? Le terme de double est propre à nous troubler. S'il désigne une copie de l'original, il renvoie aussi au sens religieux et mythologique, au corps impalpable qui s'échappe du défunt à l'heure du trépas. Le cinéma a-t-il un nouveau corps ? Est-il toujours vivant ? Il est curieux que ce soit la voiture qui serve de métaphore. Automobile et cinéma sont tous les deux des arts du moteur. L'âme du cinéma est logée dans son moteur, selon la pensée d'Anaxagore, qui concevait l'âme comme un moteur. Rappelons-nous l'expression moteur, lancée par le metteur en scène pour demander l'entrée des machines. Ça tourne, répondait l'opérateur du son, joli rituel de gestes successifs et coordonnés, témoignant d'un réel esprit d'équipe. Quel serait aujourd'hui le moteur du cinéma, au sens à la fois physique, entraînement du film, et spirituel, téléologie d'un art ? Autrement dit, peut-on séparer le moteur du mobile ?
L'opération semble délicate, sinon vouée à l'échec. La sissiparité se révèle infructueuse. Le voyage en ballon est-il, à contrario, l'allégorie d'une manière de libération, proche du détachement, solidaire du mobile, emporté par l'aérostat, captif du vent et de l'occasion, acteur et spectateur, moteur et mobile à la fois, j'étais vraiment et réellement vivant. Je cite Gertrude Stein. Et c'est nécessaire si vous voulez être vraiment et réellement vivant. C'est nécessaire d'être à la fois le causeur et l'auditeur. De faire les deux, pas comme si ce n'était qu'une chose, pas comme si c'était deux choses, mais de les faire, si vous voulez, comme le moteur mis à l'intérieur de la voiture et la voiture en marche, qui font partie de la même chose. Soumis au devenir d'une image automatisée, le cinéma lui-même doit-il être performé ou parlé pour rester en vie? Donc, dans ce film, tu nous dis il y a plusieurs manières de reprendre un film. Donc, il y a la question, on peut reprendre le montage, on peut retoucher l'étalonnage, le mixage, on peut tourner des nouvelles séquences et on peut aussi dire en film. Et dire en film, ici, c'est quelque chose qui te permet aussi de raconter un petit peu la fabrique du film lui-même, donc son processus de fabrication. Et on voit bien que c'est une reprise d'une reprise, donc ça a été une forme évolutive, et tu racontes donc l'histoire de ce processus. Donc je voulais peut-être simplement pour commencer, si tu pouvais nous parler un petit peu de ce que ça permet d'ouvrir comme champ de possibilités, le fait de dire le film, et peut-être nous dire quelques mots aussi sur ce paradigme de la ventriloquie qui est cité à deux reprises dans le film. Je te remercie. Disons que, en fait, c'est un film un peu charnière pour moi. Enfin, c'est venu, qui traduisait aussi à un moment où, comment dire, si vous voulez, il y a, ça tient à une sorte d'aridité de l'expérience. Voilà. Donc, au bout d'un moment, j'avais le sentiment, à travers une certaine circulation des objets, des films, des rencontres, un sentiment d'épuisement. Et je me suis rendu compte que souvent, on trouvait plus de plaisir, on arrivait plus à partager, on créait des communautés à travers la parole, que ça créait d'emblée des situations, des moments, que l'autorité du film empêchait quelque part. Et je me suis demandé, et j'ai eu le sentiment que pour rester vivant, au fond, il fallait d'une certaine façon performer le film, qu'il y avait une sorte de devenir du film à travers effectivement la parole ou la façon dont on le performe, qui moi me permettait de tout simplement de me sentir vivant. La vraie question, elle est là. Pour moi, enfin du film maintenant, c'est la question de savoir comment une chose est vivante. Et j'ai quand même le sentiment que le vivant n'est pas donné, quoi. Il faut le performer pour le faire exister. Et évidemment, ça renvoie à la relation du ventriloque, puisque c'est de savoir comment on donne, au fond, on prête vie, on donne vie, comment on délègue à travers un pantin. Et donc, il y a quelque chose du même ordre, c'est-à-dire que il y a une sorte d'activation, à la fois par la parole, par un transfert de l'inerte en vivant. Et je trouvais que le film ne le concentrait plus et qu'il fallait on prenait plus de plaisir. Je prenais plus de plaisir, au fond, à raconter les circonstances du film, on montrait juste des fragments que le film lui-même. Et donc c'est vraiment ce sentiment effectivement d'une nécessité de performer au fond. Hein, le film. Quand je dis performer, ça veut dire créer un nouveau contexte, ça veut dire créer des modes d'activation qui sont un peu distincts du film lui-même. Et ça, on passait beaucoup par la parole. Oui. Et donc cette question de rester vivant, tu t'appuies un peu sur Gertrude Stein. Je voulais que tu parles un petit peu, de cette séquence où tu dis que pour rester vivant, c'est comme si à la fois ici tu avais aussi besoin d'être à la fois auteur et spectateur de ton propre film, et d'occuper ces deux positions à la fois.
Oui, enfin, c'est une citation que j'ai beaucoup utilisée, qui m'a beaucoup frappé. C'est dans les conférences que Gertrude Stein donne en 34 aux États-Unis. Et elle a cette phrase. Enfin, si l'on veut être réellement, si elle dit, si on veut être vivant, si on veut être réellement vivant, il faut être à la fois le causeur et l'auditeur en même temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'écoute, mais ça veut pas dire qu'on s'écoute parler. C'est pas la question. C'est le risque, évidemment. Mais ça veut dire qu'on doit être dans cette posture. Donc c'était un peu ça la tentative. Comment produire la parole et en même temps rester l'auditeur. Alors ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et c'est une métaphore qu'on peut reprendre, la ventriloquie, beaucoup par exemple dans le work in progress, enfin un travail en cours, un processus, et c'est un peu l'histoire du film. C'est un processus de ventriloquie où on fait parler le film nous fait parler, on est sans arrêt. Donc je trouvais que c'était une métaphore et une représentation de cette situation. Et peut-être juste une dernière question avant de vous plutôt un commentaire avant de faire circuler le micro. Il y a une question que tu poses au tout début du film. Comment est-ce qu'on passe d'un âge à un autre? Et qui est vraiment la question, je crois, qui permet de croiser ici histoire personnelle et l'histoire du cinéma, par exemple. Et on a l'impression qu'effectivement, plutôt que de suivre le modèle de la rupture, le modèle un peu explosif dont tu parles, que tu es vraiment dans la métamorphose constante et la superposition, comme on disait tout à l'heure, de l'autrefois et du maintenant. Il y a plusieurs séquences dans le film où on te voit aujourd'hui, en tant que spectateur, regarder, visionner le film que tu as fait l'autre fois. Donc, on voit aussi cette rencontre avec le doctorant qui montre aujourd'hui les photos de l'enfant qu'il a été. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de ce morphing, voilà, de cette. Oui, alors c'est vrai. C'est une bonne question parce que c'était aussi un peu dans l'élément, disons, biographique ou personnel. C'était une chose que j'ai beaucoup vécue, c'est-à-dire que au moment où j'ai fait ma formation comme photographe et comme cinéma, j'ai fait 2 écoles, je peux dire que mon savoir était obsolète au moment où je suis sorti des écoles. J'ai appris un savoir totalement inutile. Enfin, tout ce que j'ai appris, tous les gestes, tout le savoir-faire, s'est trouvé totalement obsolète. Alors c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on m'a longtemps proposé. Et c'est aussi l'histoire, même dans les écoles d'art, où quand la vidéo est apparue, elle est apparue comme une rupture, on a ringardisé. Quand je suis arrivé, même j'ai enseigné un peu à Marseille, quand je suis arrivé à Marseille, il y avait plus, tout avait été, il y avait une Steinbeck, une table de montage qui avait été vendue pour, à l'époque, 1 franc à un étudiant. Il y avait des caméras Beaulieu qui avaient été cédées. On s'était débarrassé d'absolument tout le matériel cinéma, pensant que la vidéo devenait l'outil avec lequel on voulait travailler. Donc on pensait la chose comme une rupture, comme une sorte d'évolution qui venait chasser. Et puis en fait, ce qui s'est passé depuis 20 ans a totalement échappé à ce déterminisme. Et il y a un courant qui m'intéresse beaucoup, c'est l'archéologie des médias, qui refuse de penser les choses de façon téléologique, qui pense aussi la survivance, la superposition, qui s'intéresse aussi aux médias imaginaires, enfin qui dans tout ce travail pour essayer de voir, au fond, comment on peut trouver une histoire qui fasse droit, effectivement, à la revenance, à la survivance. Alors je me suis dit, tiens, c'est intéressant de travailler ça, la mémoire des techniques. Alors c'est aussi un film fait dans un cadre pédagogique, hein, c'est un film d'une leçon, hein, quelque part. Mais donc de travailler aussi sur les outils. Et ça m'intéressait beaucoup d'avoir cette double temporalité. Voilà. Oui, c'est quelque chose en fait, le film performatif permet de comprendre, ça offre aussi la possibilité de penser autrement l'histoire du cinéma, comme tu le soulignes, au lieu de penser l'histoire du cinéma uniquement comme un médium autonome et baser cette histoire sur l'idée d'une continuité technologique, que ça ouvre la possibilité aussi de créer des dialogues avec le cinéma des premiers temps. Voilà. Oui, en effet. Je sais pas s'il y a d'autres... Oui. Non, j'avais une double question. La première, c'était quoi un moteur du temps d'Anaxagore? Et la deuxième, c'est quoi pour toi la relation entre moteur et mobile qui est... Ça m'a vraiment intéressée et c'est passé trop vite. Je voulais juste revenir là-dessus, si c'est possible.
Alors, sur Anaxagore, je ne saurais pas développer plus avant, hormis que j'ai trouvé ça dans le texte, enfin, si tu veux. Donc, ça m'a intéressé beaucoup. Et j'avais aussi beaucoup travaillé à partir du texte d'Aristote sur l'âme. Donc, effectivement, la pensée du moteur, enfin, c'est-à-dire comme... Enfin, il y a la question de savoir si le mouvement est mu, lui. Enfin, qu'est-ce qui meut le mouvement? Enfin, qu'est-ce qu'il lance? Et est-ce que le mouvement se meut lui-même? Enfin, il y a toutes ces questions philosophiques me semblaient rencontrer, au fond, toute cette question, effectivement. La question du moteur, parce qu'elle s'est un peu déplacée aujourd'hui dans les technologies. Et ce qui me semblait intéressant aussi bien chez Gertrude Stein que chez Laurel et Hardy, mais aussi dans tout l'usage qu'on fait des techniques, c'est qu'effectivement, à un moment, on en vient à dissocier. Ce que j'appelle le mobile, c'est l'ensemble, au fond. C'est le corps qui est formé. C'est le mobile, c'est le corps avec voilà. C'est le corps avec le moteur. Et est-ce qu'on peut distinguer, est-ce qu'on peut dissocier, au fond, le moteur de son mobile, enfin, c'est-à-dire de son... Voilà. C'était ça qui m'intéressait. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réifier ou isoler, au fond, quelque chose qui serait le moteur. Je l'ai compris aussi sous l'aspect du but, c'est-à-dire le mobile qui mobilise. Ça joue aussi sur cette ambiguïté. Mais le sens premier, pour moi, c'était ça, d'où cette image à la fois de scission de la voiture, mais aussi évidemment l'image de Gertrude Stein, puisqu'elle dit c'est comme un moteur mis à l'intérieur du véhicule. Oui, c'est juste, c'est pas une question piège, mais c'est juste parce que tu dis cinéma performatif, j'entends, mais moi, quand j'ai vu la première fois le film, je le replace aussi dans plus simplement ce qu'on appelle le film réflexif, c'est-à-dire qu'a fait Marker, qu'a fait Farocki, même Godard à une époque, c'est-à-dire montrer, le cinéaste au travail à sa table de montage et mélangeant. Mais toi, je vois bien que sûrement que tu te places dans cette lignée, mais tu prétends à autre chose. En tout cas, tu parles du corps, de la performance. Et j'aimerais bien savoir la nuance qui est faite ici entre film réflexif et film... Oui. Ce qu'on voit, film performatif. Oui, non, mais c'est vrai que là, maintenant, ça correspond à un film essai, effectivement, dans cette tradition des cinéastes essayistes. C'est vrai que c'est le résultat final, au fond, d'un processus dont il reste encore quelque chose, à savoir que ça a été... Ce qu'on voit est une réelle conférence qui a été donnée, quoi. Enfin, voilà, avec un dispositif, mais enfin... mais qui vient se résorber par un film. Ça a été peut-être pour moi la possibilité de sortir d'une aporie, voilà. C'est possible aussi, parce que cette question performative, elle est assez compliquée, elle est ambiguë. Donc, effectivement, je suis d'accord. Le processus lui-même induit toute cette réflexion sur le performatif. Mais le film, d'une certaine façon, en produit une sorte de, je ne sais pas si c'est une synthèse ou une relève, mais enfin, en tout cas, je suis d'accord. Et on se retrouve devant un film essai sur un processus. Mais par exemple, il y a 2 jours, le 14 octobre, j'y ai pensé parce que j'ai entendu le 14 octobre au Festival des cinémas différents et j'ai redonné, donc 5 ans plus tard, une autre performance. Là, ce qu'on a fait, c'est j'avais préparé des séquences de films qui s'étaient muets, et puis en fait, donc on montre le film, ça s'arrête, la salle est noire, et puis il y a des spectateurs qui sont c'est un film conversation, qui sont dans la salle et qui conversent sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est un peu un métalogue, ils discutent est-ce qu'on peut faire un film par la conversation. C'est pas par la conférence, mais c'est par la conversation. C'était assez drôle parce que les gens étaient un peu tendus. Dès que ça commence à bouger dans une salle, on se dit oh là là, je vais peut-être être sollicité, quoi. C'est assez drôle. Et ça, mais évidemment, ça a renvoyé à plein de choses puisqu'on était dans le noir et on se demandait aussi. Alors c'était une réflexion sur les conditions de possibilité d'une séance aujourd'hui, avec les masques. Qu'est-ce que ça veut dire de parler avec les masques? Est-ce qu'on peut faire le film en son absence? Est-ce qu'on va retourner au cinéma bientôt? Enfin, comment on peut faire encore communauté aujourd'hui? Et alors là, par contre, on est presque dans une forme théâtrale. On l'a un peu répété. Donc, c'est pour répondre indirectement, mais c'est pour dire que là, c'est effectivement un moment, je me suis dit, je vais en faire un film. J'ai eu le sentiment que c'était nécessaire de clore la chose pour la faire exister. Mais que cette idée du film performatif connaît d'autres formes, où je disparais moi-même, parce que là,
mercredi soir, j'ai fait juste une petite présentation et puis ensuite j'ai disparu et j'étais pas dans le... Donc là, il commence à y avoir une sorte de délégation aussi. Parce que c'est aussi là, c'est aussi un film sur le narcissisme, enfin, c'est-à-dire aussi sur l'autoréflexivité et oui, un processus narcissique. Un film de crise. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous.